Le retour a été un choc. J'avais changé, mes parents voyaient que j'avais changé. Enfin bon, je me prenais des réflexions alors que voilà, j'avais changé, c'était évident, mais bon, après voilà. La vie suit son cours, et un jour, changez tout. Les changements ressemblent parfois à des renoncements. Il n'est pas facile de renoncer à quelque chose, à un pays, à un amour, à un métier, à un rêve. Sans que rien ne vous y oblige, parfois il faut prendre la décision de renoncer pour s'inscrire dans le chemin qui paraît le mieux pour soi à ce moment-là de sa vie. Renoncer, ce n'est pas facile, mais c'est aussi un vecteur de changement, quitte à revenir plus tard sur ce désir inassouvi, parfois autrement que ce que l'on avait rêvé au départ. S'il en est une qui personnifie ces changements, qui ressemblaient au départ à des renoncements, c'est bien Kelly. Elle qui se rêvait policière depuis l'enfance s'est allée de surprise en surprise en réalisant à force de voyages à travers le monde qu'elle n'était peut-être pas tout à fait faite pour ça. Du moins, pas exactement dans les conditions qu'elle avait imaginées, et c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'elle se réalise aujourd'hui. Kelly, une rencontre signée Marie-Xavière Giraud de Saint-Pierre-et-Miquelon la première. Vous écoutez le podcast Changez tout. Bonjour, je m'appelle Kelly Dromby. Je suis originaire de la Dordogne. Je suis périgourdine. Je suis fille unique, avec mon papa et ma maman. Plutôt rurale. Je suis née à Périgueux et ensuite je suis partie, quand j'avais 1 an et demi, en Malaisie, à Kuala Lumpur. Donc là, pour le coup, c'est la capitale de la Malaisie. Et j'ai fait, mais j'y ai passé 3 ans et après je suis revenue à Périgueux. J'étais dans un petit village. J'ai fait mes études. Quand je suis revenue, c'était la dernière année de section de maternelle. Et après, le primaire et le collège et le lycée. Et quand j'ai quitté le lycée, c'était pour intégrer l'école de police nationale de Périgueux. Donc c'était quand j'avais 18 ans, c'était mon premier départ puisque j'étais en internat, bien que j'étais même pas 7 kilomètres de chez mes parents. Mais depuis mes 13 ans, ce que je voulais, c'était intégrer la police nationale ou la gendarmerie nationale pour faire maître chien. Voilà, ça c'était ma motivation première et puis j'avais ça dans la tête, donc j'ai dit dès que je finis le lycée, dès que je peux, en fait j'intègre, je passe le concours et voilà. Et donc c'est ce qui s'est passé. Après ça a été direction Paris sur plusieurs années et différents services que j'ai intégrés au fur et à mesure de ma carrière. Est-ce que c'est une route qu'on vous a fait prendre ou c'était vraiment un choix? On l'a entendu, 13 ans. Ça, c'était vraiment un choix. J'allais avec mon père à Grama, le centre canin de la gendarmerie, pour le coup. Mais bon, c'était histoire de voir comment ça se passait, pouvoir discuter avec les gendarmes qui étaient dans ces unités. Et voilà, et puis ça a renforcé mon choix et voilà, et puis on regarde des reportages, on regarde tout ça et puis là c'était choisi. J'avais même passé c'est quand t'es en 3e, quand tu vas voir la conseillère d'orientation. À la fin du du dossier à remplir, c'était les animaux, la nature, l'ordre aussi de ce qu'on me disait. Donc j'aimais bien quand c'était carré et voilà, donc ça remplissait ce que je voulais et donc je me suis dirigée vers ça. Ma mère est chef d'entreprise en coiffure, donc je pense que déjà voilà. Et aussi mon père gendarme. Mais je tiens à préciser quand même que parce que souvent on me dit oui, t'as voulu suivre les traces de ton père, et moi j'étais non, c'est pas mon père que je veux suivre, c'est ma passion de maître chien, quoi. Est-ce qu'on est devenu maître chien dans la police alors? Pas du tout. Mais par contre, ça m'a amené à intégrer d'autres services que j'imaginais pas et qui m'ont beaucoup plu, comme la police scientifique, la recherche d'empreintes ADN sur les scènes de cambriolage. Ça c'était vraiment un des services que j'ai beaucoup apprécié. Quel était votre état d'esprit alors quand vous étiez policière? Vous pensiez avoir trouvé votre voie? Oui, pour moi c'était j'ai intégré la police à mes 18 ans et jusqu'à ma retraite en fait, je me posais même pas cette question. C'était comme ça. Je pense que j'ai intégré il y a 18 ans. Donc il y a 18 ans on disait la fonction publique, la sécurité de l'emploi, une fois que t'es dedans hein. Mais bon, ça à la rigueur, c'était pas pour ça que je rentrais. Moi, c'était vraiment ce que j'avais dans la tête, ce que je voulais faire concrètement.
Et puis voilà, mais c'est les choses qu'on dit en plus, voilà, sécurité de l'emploi. Bon bah ok, d'accord. Mais voilà, je me posais même pas la question de faire autre chose. C'était ça et rien d'autre, quoi. Alors j'ai senti qu'il y avait un décalage quand même quand je suis rentrée dans la police. Il y avait un décalage avec mes amis qui eux, soit continuaient leurs études, et moi qui, en police, voilà, on voit vraiment ce qui se passe au quotidien, en bien et en moins bien du coup, plutôt moins bien. Et donc, les conversations que j'avais avec mes amis, c'était vraiment décalé. Donc une fois que eux sont rentrés dans la vie active, là on a recréé du lien parce qu'ils voilà. Payer les impôts, des trucs, mais vraiment des trucs basiques. Mais après, mes parents, ma mère forcément, ça lui faisait peur. J'étais à Paris, voilà. Mon père, lui, voilà, je suivais un peu la voie que finalement, au fond de lui, je pense qu'il était content que je fasse ça. Par contre, oui, non, ma maman, voilà, c'était, elle me le faisait pas trop ressentir, mais voilà, après coup, les conversations qu'on pouvait avoir, oui, là, je sentais qu'en fait, elle avait peur. Et puis c'est vrai, les missions en plus que je faisais à Paris, on intervient sur tout et n'importe quoi. À quel moment vous avez ressenti, une fois que vous étiez dans la police, que vous avez ressenti la première fois qu'il fallait tout changer ou tout au moins commencer à changer quelque chose dans votre vie ? Alors je vais dire que j'adorais voyager. Tous les ans, je me faisais un voyage. Et en fait, une fois, c'était en 2013, avec mes parents, on a voulu retourner en Malaisie pour me montrer justement où est-ce que j'avais vécu, mes premiers pas, tout ça. Et en fait, là-bas, on a fait la rencontre de gens qui avaient un voilier. Et ça faisait 2 ans qu'ils étaient partis de Nouvelle-Calédonie et qu'ils faisaient le tour du monde sur leur voilier. Et en fait, waouh, moi j'étais là, mais c'est super. Et déjà à cette époque-là, je pense plutôt ça m'a donné le déclic à me dire, mais moi aussi j'ai envie de vivre mes rêves. J'avais envie de partir au moins 1 an. Prendre le large, découvrir d'autres choses, d'autres cultures, d'autres façons de penser. Enfin voilà, c'était vraiment découvrir autre chose que ma vie à Paris, même si à l'époque ça me plaisait au début. Donc j'ai gardé contact avec ces gens-là, on s'envoyait des petits messages, ils m'envoyaient leur destination, des photos, tout ça. Ils avaient un blog à l'époque. Et puis en fait, c'est ces gens-là qui consciemment ou inconsciemment m'ont donné cette envie de partir. Je suis allée les retrouver sur leur bateau pendant 1 mois de vacances en Polynésie. Donc là, c'était fabuleux. Et quand je suis revenue, donc après ce mois de vacances, je suis revenue à mon travail. Et là, en fait, j'étais au judiciaire. Et au judiciaire, en fait, là, j'étais de permanence et on m'a dit, bon Kelly, là t'as un dossier, donc c'est des violences conjugales. La dame, elle est à l'hôpital, le mari, il est en garde à vue, et il y a les témoins qui sont en bas. Et en fait, ça a été un peu trop brutal. Parce que j'avais atterri la veille et le lendemain, j'avais repris direct le travail et on m'avait mis direct de permanence et ça a été un peu fou. Et puis mes amis en parallèle, ceux qui avaient le voilier, m'ont dit alors le retour, comment ça se passe ? Et je fais sur les chapeaux de roue là, j'ai des dossiers, voilà, faut bien traiter tout ça. Et puis en fait à la fin. Ils m'ont dit mais Paris, ça te plaît toujours. Enfin, ils m'ont fait remettre en question et ils faisaient ça parce que justement Paris, ça commençait un peu à me peser. Moi aussi, je changeais dans ma tête, je changeais aussi. Donc, je pense qu'ils ont voulu mettre des graines et puis ils ont réussi parce qu'à un moment, plus au travail, une réflexion, un truc en trop et en fait j'ai dit vas-y, moi je vais prendre une dispo, je vais faire mon rapport. Et donc, les collègues, ils me croyaient pas, puisqu'ils me disaient, oui, il y en a qui disent qu'ils prennent des dispos et ils sont toujours là. Et là, je fais, oui, toi, tu me connais pas, en fait. Du coup, j'ai rédigé mon rapport. Et donc, je l'ai transmis à mon commissaire. Non, je pense que le service dans lequel j'étais, donc, c'était la protection de la famille. En fait, voilà, il y a des viols, des violences conjugales. C'est assez compliqué de faire ça sur des années, en fait. Parce que, voilà, faut garder toujours son sang-froid. Parce qu'on avait les auteurs, les victimes, les témoins aussi. Donc, à un moment, je pense que, j'avais besoin de voir autre chose, un peu plus de positif, en fait. Quand j'allais au travail, je savais que ça allait être des infractions un peu complexes et voilà. Donc ça a fait que j'avais envie d'autre chose.
Non, au début, c'était vraiment, voilà, je pars, je demande 1 an, et puis voilà, je fais mon petit bout de chemin, et puis je reviens, quoi. C'était juste, alors j'aime pas dire parenthèse, parce que c'est pas une parenthèse, c'est la continuité, en fait. Et voilà, donc j'ai dit, bon, voilà, je pars, je vais demander 1 an, et puis en fait, comme on a droit à 10 ans dans la fonction publique, en fait, au fur et à mesure, j'ai rajouté des années, et ça a fait 4 ans. Quand vous êtes parti la première fois, vous saviez où vous alliez, vous savez où ces 3 années vous mèneraient? Non. Au début, oui, j'avais quand même prévu effectivement d'aller en Nouvelle-Calédonie, retrouver les copains avec leurs voiliers. Sauf que la vie a fait que voilà, mon père a eu un accident, il s'est retrouvé dans le coma, donc j'avais pas trop il a fallu que je sois auprès de ma mère et de lui. Donc j'ai tout annulé mon voyage et je suis partie parce que forcément ça s'est passé au Costa Rica, donc pas en France. Et donc voilà, j'ai tout plaqué. Pendant 6 mois, je suis restée à aider mes parents. Et à un moment, ma mère, elle a dit voilà, là c'est bon, t'en as fait beaucoup pour nous, t'as pris une dispo, vas-y, va profiter, quoi. Donc là, il a fallu que je revoie mon programme parce que je partais de plus rien. Et comme au Costa Rica, comme quoi les rencontres, on les fait jamais par hasard. J'avais rencontré une dame parce que j'avais fait un peu comme un appel help et la dame, elle m'avait reçue chez elle dans sa maison, une maison dans les bois, voilà, c'était trop beau. Et bref, elle était un peu dans le spirituel. Elle m'avait parlé de l'Inde, qui m'attirait à la base pas du tout. Et puis en fait, voilà, je l'avais écoutée, c'était fabuleux tout ce qu'elle me racontait. J'imaginais pas tout ça. Et puis quand, à ce moment-là, donc je me retrouve à me dire je vais où, je fais quoi maintenant? Et j'ai pris mon billet pour l'Inde. Et j'y suis restée 2 mois là-bas. Et je regrette absolument pas du tout. Alors après l'Inde, il y a eu quoi comme pays? Oula, sur 4 ans. Non, mais j'ai été en Australie. Voilà, j'étais fille au père. J'ai testé plein de nouveaux métiers. J'étais serveuse, promener les chiens des voisins. Donc comme quoi, on revient au chien, le maître chien que j'ai jamais fait en police. Voilà, et puis après j'ai fait des road trips, dans le désert, où on était en autonomie. Voilà, c'était fabuleux. Donc Inde, Australie. Inde, Australie. Après j'ai été en Indonésie, en Thaïlande, au Myanmar. Donc une fois que j'avais fait cette zone, après je suis retournée faire une surprise, donc au bout de 2 ans, à mes parents. Et de là, je suis restée, 1 mois ou 2. Puis là, j'ai dit, je vais repartir. De toute façon, c'était l'objectif, de repartir, c'est juste leur faire un coucou. Et ensuite, je suis partie du côté des Caraïbes, Martinique. Et puis, j'avais trouvé un monsieur qui cherchait des équipiers pour voyager d'île en île. Et donc, j'ai appris à naviguer sur des voiliers. Et à partir de là, donc j'étais avec mon copain de l'époque, que j'avais rencontré en Australie, et qui était italien. Et donc je lui ai dit je veux faire quelque chose que j'aurais plus l'occasion de faire une fois que j'aurais repris le travail. Et je lui ai dit je veux traverser l'océan Pacifique en voilier. Donc du Panama jusqu'en Polynésie. Et donc on a mis nos petites étiquettes partout dans les capitaineries, on allait sur les ports, on demandait est-ce que y a quelqu'un qui part bientôt pour la Polynésie. Alors, radio cocotier, voilà. Ça fonctionne bien puisqu'on a trouvé un capitaine qui lui aussi cherchait des équipiers pour traverser l'océan Pacifique. Et donc c'est ce qu'on a fait sur 1 mois. On a fait ça et après on est arrivé donc en Polynésie, on y est resté 7 mois. On est allé aux Marquises, au Tuamotu et les îles de la Société où il y a Tahiti. Et là, en fait, c'était la vie au jour le jour. Une famille avait besoin de ramasser des mangues, et on allait l'aider, ou alors aller pêcher. Enfin voilà, c'était la vie simple avec pas grand-chose. Et puis là, on se rend compte que ça se vit très bien. Quel a été peut-être l'acte fondateur du changement, ou est-ce que ça s'est fait quand vous étiez en voyage ou une fois que vous êtes revenu? Je pense que déjà, pour la suite de mon parcours, j'avais après la Polynésie, je suis allée en Nouvelle-Calédonie et là j'ai été dans une tribu kanak où en fait ils vivent en harmonie avec la nature. Et là le chef il m'expliquait tout. De comment ils produisaient, comment par rapport à la lune, par rapport à ci, à ça. Et moi j'étais mais tout ça on en a beaucoup perdu en fait nous
et alors que eux, ils vivent constamment avec la nature. Et donc après la Calédonie, on est rentré en France puisque ça faisait 4 ans, enfin presque 4 ans que je voyageais, et toujours chez l'habitant. J'étais tout le temps, j'ai jamais pris une nuit d'hôtel, sauf au Myanmar parce que là-bas c'est interdit d'accueillir les étrangers. Mais tout le temps j'ai fait du toc-toc chez l'habitant. Et donc on a coupé le voyage en 2 avec un passage au Népal, où là j'ai fait une retraite spirituelle pendant 10 jours dans un ashram. Et donc le retour, il s'est fait pendant la période Covid. Donc là, moi, j'étais zen, archi zen, surtout après ma période Vipassana. Et là, je me retrouve à être devant la télé, TF1 ou BFM. Enfin voilà, mes parents étaient devant la télé et ils écoutaient tout ce qui se passait. Et moi, je m'étais détachée de ça depuis 4 ans, quoi. Même avant le voyage, un peu. Et donc ça a été un peu un choc. Le retour a été un choc. Déjà par rapport à ça, j'avais changé. Mes parents voyaient que j'avais changé et ça avait creusé un peu un écart. Ma mère qui m'a dit non mais toi c'est bon, t'es devenue une hippie maintenant. Du coup j'étais là, ok. Enfin bon, je me prenais des réflexions alors que j'avais changé, c'était évident, mais bon après voilà. Alors, comment vous vous sentiez dans cette phase de changement? C'était vraiment un bouleversement profond? J'ai eu au moins 4 ans pour changer. Enfin, j'ai changé durant ces 4 ans. Donc moi, je m'en suis pas rendu compte. Et puis, mais c'est quand j'étais confrontée à retrouver mes parents. Enfin, confrontée, j'étais contente de les retrouver, mais confrontée à leur réaction face à moi, ou du moins les caractères qui, eux, ils avaient continué leur vie ici, mais tout en restant au même endroit. Et moi, j'avais bougé, j'avais rencontré plein de gens, j'avais, un peu évolué dans ma façon de voir les choses. Et là, en fait, je me prenais un mur. Donc oui, ça a été difficile. Ça a été très compliqué, mais j'avais toujours l'objectif de reprendre mon travail. Moi, c'était ça, quoi. Je voyais pas les choses autrement. C'était une dispo que j'avais pris, et donc une dispo, il y a une date de début, une date de fin, et voilà. Et en plus, ça me faisait plaisir de retrouver des collègues, un rythme, de retrouver un lit fixe, une cuisine pour pouvoir aussi cuisiner, même si à la base j'aime pas cuisiner, mais ça me faisait plaisir de retrouver un appart, d'être chez moi en fait, et de me poser. Non, ça aussi, le retour a été choisi et pas forcé par le Covid, puisque quand j'avais pris mes billets d'avion, il n'y avait pas encore l'histoire du Covid. Donc je rentrais parce que j'avais envie de rentrer. Et en fait, je me rends compte qu'en 4 ans, la police nationale aussi avait changé. Par rapport aux effectifs, par rapport au matériel, voilà. Donc c'était, j'ai vu un peu un changement. Et j'ai essayé de m'adapter, de me raccrocher un peu au wagon. Ça, l'image que j'avais de la police depuis mes 18 ans, en fait, venait de changer. Il y avait eu aussi les gilets jaunes, il y avait eu l'épisode du Covid, il y avait eu tout ça, et donc je sentais une police un peu fatiguée, et moi qui arrivais toute contente de reprendre. Là aussi ça a été un peu un mur que je me suis pris, les directives qui étaient aussi différentes. Et puis au bout de 3 semaines en fait de reprise de travail, j'ai été blessée sur une intervention, et donc j'ai eu 3 mois d'arrêt. Et en fait là ça m'a fait réfléchir, mais ça m'a fait réfléchir dans le sens où je reste dans la police, mais je veux juste me réorienter au sein de la police. C'était même pas je quitte la police, cette idée je l'avais même pas encore. Mais c'est au bout de un an de reprise, donc j'avais repris en novembre 2020, novembre 2021, j'arrive plus à me lever un matin. C'est fini, là j'ai une fracture, mentale. Et en fait, je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est la première fois que je ressens ça, vraiment aussi profond. Et donc en fait, je suis allée voir le médecin, et puis je pleurais, il m'a arrêté 1 mois, et là j'ai fait que pleurer. Je comprenais même pas moi ce qui m'arrivait. Et puis à la fin du mois d'arrêt, j'étais fatiguée. Du coup, je revois le médecin qui me voit très fatiguée, il me fait là je vous remets un 2e mois. Et en fait, le médecin me dit d'aller voir un psychiatre. Et donc là, je lui fais mais pourquoi, ça change quoi? Parce que j'allais voir quand même une psychologue, même si mon père me disait les psychologues c'est pour les faibles. Et pour moi non, au contraire, c'est ce qui m'a aidée. Et en fait, la psychiatre, elle m'aurait donné des médicaments en plus. Et moi, j'ai dit non, moi je veux m'en sortir par moi-même. Je veux absolument pas de médicaments. J'avais vu ce que ça avait fait sur certains collègues. Et là, j'ai dit hors de question. Et donc, du coup, mon 2e mois d'arrêt, je me dis, allez, là, Kelly, c'est pas toi, reprends-toi.
Et là, en fait, j'ai une conscience en mode, la police, finalement, ok, tu persistes, en fait, mais il y a tout qui te fait comprendre qu'il faut peut-être partir, en fait. T'es blessé physiquement, après c'est le moral, après, il y a plus rien qui va. Paris, c'est bon, j'en avais marre. Et donc, je reçois un coup de téléphone d'un copain. Voilà, on se donnait des nouvelles, mais de temps en temps. Et là, il m'appelle pile à ce moment-là. Et il me dit, oui, j'ai plus trop de nouvelles, ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je lui fais, écoute, justement, non, ça va pas. Et là, il prend le temps de parler avec moi. Je lui dis tout, je déballe tout. Et là, il me fait, mais Kelly, oui, ok, je comprends, tu veux donc rester dans la police. T'as un attachement avec la police. Et j'entends aussi que pendant ton voyage, ce qui t'a plu, c'est la nature, l'environnement. Donc lui, il travaillait au Conservatoire du Littoral et il me fait, je connais l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui correspond à la police de l'environnement. Voilà, l'attachement que j'avais pour la police, parce que malgré tout, voilà, c'est au fond de moi, c'est comme ça. Et la nature, c'est parfait. Donc je me renseigne, je regarde un peu, à quoi ça correspond que l'Office français de la biodiversité. Et en fait, je me dis, mais waouh, c'est super, c'est des bonnes valeurs. Il y avait plein de services internes aussi. Et là, je commence à me positionner sur un changement d'orientation professionnelle. Ça a été le déclic. Quand je l'ai annoncé à mon père, là, ça a été la catastrophe. Comment quitter la police ? C'est juste pas possible. Donc, mais j'avais pas encore cette idée de l'OFB. Là, non, ça a été très mal accueilli par mon père. Sûrement qu'il a projeté la peur qu'il avait, mais sur moi. Il avait peur pour lui, si ça devait lui arriver, je pense. Mais moi, au fond de moi, je sentais que, non, il y avait autre chose qui m'attendait. Par contre, ma mère, elle m'a toujours suivie dans ce que je voulais faire, même si elle était pour ou contre, mais elle me donnait ses conseils. Après, c'était à prendre ou à laisser. Mais en tout cas, elle a jamais voulu diriger ma vie. Et ça, je lui en remercie. Ce changement, justement, il a été facile ou plutôt difficile ? Parce que on veut changer de métier, d'orientation, mais là, pour le coup, vous êtes passé par des études. Comment ça s'est fait ? Oui, parce que quand j'ai postulé donc la première fois à l'OFB, il m'avait dit que le côté police les intéressait, mais qu'il me manquait du coup les connaissances techniques et environnementales. Et que ça serait bien d'aller me former. La plupart des collègues, ils ont au minimum un BTS en gestion et protection de la nature. Ça veut dire reprise des études, ça. Donc j'ai réfléchi et en fait, le problème qui se posait, c'est que je me suis arrêtée en première. J'ai pas passé mon bac. Et donc, je pouvais pas faire un bac plus 2 puisque j'avais pas de bac. J'avais anticipé parce qu'en fait j'en avais marre de dire que j'avais le brevet des collèges. Donc du coup, en rentrant de mon voyage, j'avais dit je veux l'équivalent du bac. Donc j'ai fait une demande de VAE. Mes parents reçoivent dans la boîte aux lettres le diplôme du bac, l'équivalent du bac. Et là, je me dis mais attends ok, ça arrive là aussi pile au moment où j'en ai besoin. Donc l'idée du BTS, d'accord. Je me dis de toute façon c'est quoi ? C'est soit je reste à pleurer jusqu'à ma retraite en police nationale, ou soit je change tout et là je fais complètement autre chose et voilà. Et puis c'est ce qui s'est passé. Par rapport à mon voyage, où là pour moi c'était facile, c'était je partais avec mon sac à dos. Pourtant certains me disaient oula mais attends quand même tu prends un risque et tout. Pour moi c'était normal. Mais autant la reprise des études, oui là pour moi ça a été courageux. Parce que je voyais des programmes en plus que j'avais jamais vus puisqu'ils reprenaient le programme de terminale et en fait j'ai mis vraiment les bouchées doubles et en fait ça s'est fait sur 1 an au lieu de 2. Donc c'était du condensé, j'avais pas de vacances et et donc après 4 ans à toujours vadrouiller, à être toujours dehors, là je me retrouvais assis sur une chaise à écouter quelqu'un. Mais heureusement que ce BTS-là, gestion et protection de la nature, on allait dehors aussi, donc ce BTS m'allait très bien finalement. Mais avec le recul, je me dis mais wow, j'étais vraiment motivée quoi. Il y a eu un moment où il y a eu des doutes, où vous avez pensé à renoncer à ce changement dans votre vie ? Non. Une fois que je me suis lancée, j'ai pas eu de doute, même pendant le BTS. Il fallait que j'aille jusqu'au bout là. C'était une revanche que j'avais avec le cursus scolaire, puis avec moi-même. Et j'étais là, je me lance là-dedans, je vais jusqu'au bout, comme tout ce que j'ai entrepris. Voilà. À la fin de mon BTS, vu que j'avais demandé, c'était un congé de formation, donc on m'avait accordé l'année pour aller me former. Et à l'issue de cette date, il fallait reprendre le travail. Et moi, pendant ce BTS, j'anticipais parce que l'objectif, c'était pas de revenir à Paris et de retourner dans la police. Si j'avais fait tout ça, c'était parce que j'avais vraiment une envie de changement.
Et contrairement à ma dispo que j'avais pris, et là je revenais dans la police, ça me posait pas de problème, que là, non, là clairement je voulais vraiment pas y revenir. Et donc, pendant mon BTS, je continuais à regarder les offres de l'OFB. Je vois qu'il y a que 2 postes pour l'OFB, et c'est Montbard, à côté de Dijon, et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc déjà, je vais quand même regarder où se trouve Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là, je comprends que, sur la carte, ça m'envoie vers le Canada, donc je comprends pas, donc je retape Saint-Pierre-et-Miquelon. Et oui, ça me renvoie là-bas, donc je comprends qu'en fait c'est là-bas. Je regarde un peu, parce qu'avant de postuler, je voulais quand même, savoir à quoi m'attendre. J'ai contacté également un ancien agent de l'OFB qui avait travaillé là-bas, pour savoir comment était le travail, comment étaient les conditions, pour savoir dans quoi je m'engageais si je postulais. Pareil pour Montbard. Et en fait, je me suis dit, je postule pour les 2. Et puis, on verra, parce que les 2 endroits, même s'ils sont bien différents, ce que je voulais, c'était intégrer l'OFB dans un premier temps. Et je suis reçue pour les entretiens. Et aux entretiens, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon qui me retient. Et là, j'en parle à mes amis. Et là, ils me disent, donc déjà, eux aussi, ils sont allés voir, et ils me font, mais attends, mais il fait froid là-bas. Toi, tu t'es habitué toujours au soleil. Et je fais, ouais, mais écoute, voilà, pourquoi pas, on peut, je sais pas, ça me dérangeait pas, j'avais regardé tous les reportages, ça me donnait envie d'aller vivre là-bas, voir ce que ça donnait, même si c'était froid. Je me suis dit, jusqu'à présent, j'ai réussi à faire des trucs un peu farfelus, pourquoi pas aller là-bas et voir ce que ça donne aussi. Et un jour, on arrive à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, on arrive avec ma petite valise. Et donc là, ça va, c'est l'été. J'arrive le 12 août 2023. Je connais personne, mais j'avais réussi à trouver une chambre chez l'habitant pour m'aider dans un premier temps, avant de trouver un hébergement. Et comme on m'avait dit que ça allait être compliqué, du coup, j'avais dit à la famille, je sais pas, je prévois de rester peut-être 3-6 mois. Puis en fait, dès le lendemain où je suis arrivée, j'ai discuté avec quelqu'un dans la rue, et puis c'est cette personne qui m'a aidée à trouver un appartement dès la semaine d'après, quoi. Quand je suis arrivée, je suis allée dans une boutique, et donc forcément, quand on vient d'arriver, ça se sait, donc ça se voit. Et la personne me dit, vous venez d'arriver? Je fais en vacances. Je fais non, je viens pour travailler. Et c'est pour faire quoi? Et là, je dis, c'est pour travailler à l'Office français de la biodiversité. Et là, en fait, cette personne m'a regardée. Et là, elle m'a dit, c'est soit on vous déteste ou soit on vous aime bien. Et là, j'ai fait, ok, bienvenue. Je pense que l'OFB, je sais pas ce qui se passe là. Mais j'avais compris qu'il allait y avoir des tensions, sûrement, avec certaines personnes. Et alors que moi, j'étais pas du tout dans cette optique-là. J'arrivais, je débarquais. C'était mon métier, mais voilà. Donc, j'ai eu cet accueil par une personne. Et après, j'hésitais un peu à dire que je venais pour travailler à l'OFB, parce que je savais pas comment j'allais être reçue, quoi. Et puis je comprends les différents acteurs. Enfin là, je suis vraiment en service, et là je découvre le métier en lui-même, qui est différent de mes collègues de métropole ou des autres outre-mer, parce que pour le coup, ils font vraiment de la police de l'environnement au quotidien. Alors qu'ici, on va plutôt faire aussi des suivis scientifiques, des suivis d'espèces, de la sensibilisation, des animations. Enfin voilà, c'est assez varié, et finalement, ça me plaît énormément. J'aime bien ce contact aussi autre que police avec la population. Toutes mes affaires sont ici. J'ai plus rien ailleurs. J'ai plus rien chez mes parents. Toutes mes affaires sont ici. Ma vie est ici. Mon conjoint est ici. Donc voilà. Là, je revis là. En fait, j'aimais bien ma vie d'avant jusqu'à un certain point. Et du coup, là, il fallait changer. Et maintenant que je suis ici, je suis sur je suis sur mon chemin. En fait, je suis vraiment là où je dois être, entourée des personnes qui me ressemblent aussi. Et voilà, en fait. Je fais confiance en la vie, donc je me pose pas trop de soucis. Je me fais confiance aussi, et si je suis là et que ça me plaît, je reste. Voilà, malgré l'accueil du début, ça va pas changer mon envie et le pourquoi je suis ici. Donc, je pense qu'en fait, moi, je regrette absolument rien de tous ces changements. Ça m'a amené à être qui je suis aujourd'hui et à avoir évolué. Et voilà, en fait.
j'aurais peut-être déprimé, je serais peut-être encore en train de déprimer à Paris. Enfin, c'est juste horrible, ça. C'est bien, en fait, d'avoir, alors je vais pas dire ce rôle, mais d'arriver à inspirer les gens et pour sortir du schéma aussi, que finalement la société veut nous mettre dans la tête, en fait. Voilà, on peut avoir différents métiers dans une vie, différentes passions. Heureusement que j'ai pas les mêmes passions que quand j'avais 10 ans ou 20 ans, ou voilà. On change, on évolue et justement, si on casse pas des barrières, si on va pas au-delà de nos peurs ou quoi, on reste dans notre petit truc et après, voilà, pourquoi pas, hein, mais moi je trouve ça dommage et c'est bien de découvrir d'autres choses. La Kelly quand elle avait 18 ans, elle disait non, moi je veux rester là toute ma vie dans la police. Puis après Kelly qui est partie voyager, limite on verra jusqu'à quand j'en aurai marre, je rentrerai. Et puis après la surprise de reprendre les études et puis d'arriver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc en fait, je me bloque absolument pas. Et on verra ce que la vie va m'amener et comment. Et on laisse la porte ouverte. C'était Changer tout, une série de podcasts du réseau Outre-mer La Première France Télévisions, conçue et coordonnée par Patrice Elidi-Kozak. Kelly, une rencontre et un entretien orchestrés à Saint-Pierre-et-Miquelon par Marie-Xavière Giraud. Merci aux équipes radio de Saint-Pierre-et-Miquelon La Première. Musiques originales et mixages signés Louise Beau, alias Azraël.